C'est vrai que l'enthousiasme de Didier Deschamps là qu'on vient d'entendre, c'est vrai que ça va nous manquer ça, hein, parce qu'il dit qu'il a pris beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme de la part des supporters. Ça, c'est quelque chose vraiment qui va être vraiment un grand manque pour tous les suiveurs de l'équipe de France. Ouais, on le connaît, notre Didier Deschamps, hein, c'est pas le plus expressif. Il nous l'a Il est montré encore une pudique. fois. Oui, 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 si tu peux mettre sur ce. Est-ce qu'il ce prend du compte-là. plaisir dans le football quand même? Mais évidemment, il le dit toujours. Il nous a déjà dit que de toute façon, il n'allait pas être un retraité pendant de longues années. Il va pas passer son temps à siroter des picoladas. Il va pas jouer au paddle sur la Côte d'Azur. Alors quoi. ça oui, Ah oui. mais Non, pas il va jouer au que, paddle, parce qu'il quand le même. fait déjà. Ah Il oui, adore. non, Voilà, il non, peut mais là il est sélectionneur, là il est pas. Oui, et alors, tu peux être sélectionneur et jouer au paddle. Et puis, tu sais, Ah, un ok. sélectionneur, en règle générale, ne travaille pas 12 mois dans l'année. Voilà. Kevin. Donc, Ok. ouais, c'est vrai qu'il. Non, non, C'est déjà C'est un pour savoir. excellent joueur de paddle, bien évidemment, mais on a bien compris qu'il n'allait pas prendre a priori 10 années sabbatiques. On est d'accord, Arthur, on sent que de toute façon, il est habité par le fait d'entraîner, de gagner, d'être stimulé par quelque chose. Ouais, en fait, lui, il a horreur que, typiquement pour demain, que l'on dise que c'est son dernier match en France. Il dit, mais qu'est-ce que vous en savez ça se trouve, je reviendrai, je serai entraîneur d'une autre équipe. Donc, c'est pour ça que la formulation est hyper importante en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Et ça, il y tient véritablement. Non, mais en C'est- fait, tout est possible en réalité là après l'équipe de France et après la Coupe du Monde. Moi, je reste convaincu quand même au vu de tout ce qui est en train de se passer, parce qu'il peut pas prendre n'importe quel banc, mine de rien, Didier Deschamps. Il veut une équipe qui Il puisse y a la gagner. place à Nantes, même si Derzakarian devrait Ça revenir. t'aura pas échappé qu'ils vont pas jouer les premiers rôles. Vous, A vous priori. leur verriez repartir sur une équipe professionnelle, c'est-à-dire même pas une équipe nationale, vraiment un club. Un Il club a de dit très que haut tout était niveau, possible. un club de très haut niveau où il peut gagner, et C'est notamment plus la le Ligue même des quotidien. Champions, oui, mais il y en a pas énormément aujourd'hui de bancs de libre. C'est pour ça que ça m'étonnerait pas moi qu'il fasse une année sabbatique et qu'il reprenne derrière. Ok, parce que c'est pas le même quotidien entre entraîner une équipe nationale et un club. Hein. Donc Oui, c'est vrai mais que... rien, en tout cas, ne l'effraie. Il a dit qu'il ne se fermait pas les portes. Il a dit que sélection ou club, en tout cas, il n'a pas voulu dire je ne ferai pas ça ou je ferai ça. Donc, il est ouvert à toute proposition. Didier Deschamps, il était aussi attendu sur certains dossiers parce qu'on sait qu'il y a des crispations au sein des Bleus. Arthur, il y a des problèmes de primes, il y a des problèmes de place et il y a aussi des problèmes de droit à l'image qui ont été révélés hier soir. Et donc, forcément, le sélectionneur a été interrogé là-dessus. Oui, d'abord, en commençant par les droits à l'image, c'est vrai que c'est la dernière information en date où très clairement certains bleus, dont Ryan Cherki et Kylian Mbappé, ont été et sont même crispés d'apparaître dans des pubs pour Paris Sportif, et notamment avec le partenaire de la Fédération française de football Betclic, qui a eu le droit mardi à Clairefontaine à une séance photo, comme ça se fait très souvent, séance à laquelle ont participé plusieurs joueurs, dont Ryan Cherki, Kylian Mbappé, Désiré Doué, Michael Olise ou encore Ousmane Dembélé. Et sauf que voilà, certains d'entre eux ont découvert que c'était justement pour ce site de Paris Sportif. Alors on le sait historiquement, hein, par exemple Kylian Mbappé s'est positionné contre ce type de publicité, notamment des Paris Sportifs. On se souvient qu'il y avait eu aussi quelques histoires avec des commentaires liés à son père qui avait été publié par un autre site de Paris Sportif. Arthur, alors justement, par rapport à ça, Didier Deschamps, il aime que tout soit carré, que tout soit organisé. On rappelle qu'en 2014, il y avait eu des soucis avec les familles au Brésil. Est-ce qu'il est énervé par toutes ces choses qui peuvent parasiter les Bleus? Comment il vit ça? Et est-ce que aussi, par rapport à l'histoire des primes, il est sidéré qu'entre guillemets, la FFF n'ait pas fait le job avant et que Philippe Diallo et ceux qui décident ne se soient pas mis d'accord avant? Sidéré, non, c'est un mot peut-être un peu trop fort. La réalité des faits, c'est que d'abord, il y a un contexte qui est extrêmement tendu à la Fédération française Mais de on découvre football, pas notamment aujourd'hui qu'on a plus de sous économiquement. à la Fédé quand même, Arthur. Ce n'est pas nouveau, on est d'accord. Ce n'est pas nouveau, évidemment. Cela a été dévoilé notamment lors des derniers budgets qui ont été votés par le conseil d'administration de la Fédération française de football. Mais l'autre chose qui peut interroger, c'est tous ces dossiers qui sont encore en cours, alors qu'on le rappelle, le grand départ, c'est pour mercredi. Certains qui ont été réglés très récemment, je pense notamment du côté de l'hôtel des joueurs, les chambres réservées aux familles. Tout ce budget-là a été débloqué il y a seulement une semaine et demie. Forcément que c'est un peu interrogé. Et quand on regarde aussi l'historique, pour parler vraiment de ces primes-là, sur les dernières grosses compétitions, le sujet avait été réglé en amont, parfois bien en amont. Et cette fois-ci, force est de constater que voilà,
ça a pris du retard, que la fédération s'y est pris un peu plus tard et que face à cela, les joueurs eux aussi peut-être jouent un peu la montre et profitent de cela pour qu'il y ait de véritables discussions et négociations. Ouais. Je pense que les joueurs sont en position de force. En fait, plus ils attendent, plus le match arrive et plus la fédération va commencer à stresser parce que si les joueurs ne trouvent pas d'accord, alors évidemment, ils iront pas jusqu'à. Et d'ailleurs, ils l'ont dit très justement un peu plus tôt qu'ils iraient pas jusqu'à faire grève ou quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est vraiment pas le moment de le faire. Surtout par rapport à l'historique de l'équipe de France et les grèves, mais qui se réserve le droit justement derrière la compétition, en tout cas de parler dans la presse. Donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'en tout cas le temps joue en la faveur des joueurs. C'est très surprenant de la part de la fédération d'avoir laissé traîner un peu cette situation. Bon, bah écoute, connaissant Didier Deschamps aussi, qui essaie de maximiser un maximum, ça se dit pas ça. Non. Bon, maximiser en tout cas le terrain plutôt que l'extra sportif, c'est très surprenant de la part du sélectionneur, de se retrouver dans une situation comme celle-ci. D'autant qu'il a quand même été joueur et il sait de quoi il parle. Kevin, Fabrice, j'aimerais avoir votre avis parce que aussi il y a le côté un peu démago, populo, mais c'est vrai que globalement les gens ne peuvent pas entendre que des footballeurs demandent toujours plus pour des primes. Et donc est-ce que finalement ça tombe pas très mal d'avoir ce genre de débat avant une compétition, parce que on sait très bien que si ça se passe mal pour les Bleus, il y aura toujours des petits discours très démago en disant ils étaient obsédés pour savoir combien ils allaient prendre à la fin, alors qu'ils sont déjà largement payés, etc., etc. C'est des débats qu'on pourrait éviter. Non mais le souci c'est que tout à l'heure Arthur tu disais que, ou je sais pas si c'est toi Karine qui disait que les caisses sont vides. Il y a des problèmes financiers à la Fédé. Oui, mais les caisses sont pas forcément vides. Après, c'est parce qu'il y a beaucoup de, en tout cas, redistribution. Je ne sais pas si on peut parler de ça, mais en tout cas, il y a quand même des sponsors et la Fédération française de foot. Mais il doit faire beaucoup d'économies. Ça paraît fou, mais c'est la réalité. En fait, il y a beaucoup d'argent, mais c'est comment il est utilisé. Exactement. Voilà, et il a peut-être été mal utilisé avec l'hôtel des Bleus qui a coûté apparemment une fortune au passage. Ça fait grincer un petit peu des dents. S'ils sont éliminés Arthur, ou pas avant la demi-finale, c'est sûr que ça va faire parler. Grincer des dents, on en parle beaucoup, oui. On rappelle, c'est cet hôtel Four Seasons qui est en plein centre-ville de Boston. Ça qu'on aussi, a pu visiter, qui est très beau. Surprenant, il peut être très beau, mais ça coûte un petit peu d'argent. On parlait des familles, là pareil, il y avait un premier devis qui avait été fait par la Fédération française de football il y a quelques mois où c'était environ 600 € la chambre pour les familles, c'est passé presque à 1000 € au moment de la réservation. Donc voilà, c'est un coût et c'est le cas aussi pour les joueurs. Qui paye l'hôtel pour les familles? La Fédé. La Fédération française de football. Oui. Mais l'idée, c'est que les familles logent justement dans ce même hôtel. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont quasiment privatisé. Oui, non, mais c'est la fédération qui paye ou c'est les joueurs qui payent? Non, c'est la Fédé qui paye. Non, c'est la Fédé. Ok. Surprenant, moi j'ai jamais vu ça pour le coup. En règle générale, je sais que nous en équipe nationale, quand on partait pendant plus de 10 jours, en règle générale, surtout en fin de saison, et qu'on devait faire venir les familles, on avait des chambres à disposition, mais c'était nous les joueurs qui les payions, soit sur nos primes de match, soit à la fin du mois en fonction de nos salaires. Après, ils vont pas passer énormément de temps, les familles de joueurs. Je pense que ce sera à la fin. Si c'est comme d'habitude, ce sera après le 3e match, et peut-être pour les demi, les quarts. Ils ont réservé tout un hôtel pour pas longtemps alors. Non, mais en tout cas, ils ont réservé tout un hôtel. Il y a des gens qui sont prêts justement pour accueillir les familles. Le débat paraît quand même complètement dingue. On parle justement d'un problème d'argent à la fédération et tu commences à privatiser un hôtel. Je veux dire, il y a peut-être autre chose à faire avec l'argent qui manque, soi-disant. C'est pour ça que c'est difficile de s'exprimer sans avoir exactement tous les tenants et les aboutissants de qu'est-ce qui a été réservé, pour qui, quand, comment, qui paye. Non, mais Arthur, il peut te le dire. L'hôtel, il a été entièrement privatisé. C'est le Four Seasons de Boston qui est en plein centre-ville. Il y a un seul étage. Pour tout vous dire, dans l'hôtel, il y a un seul étage qui n'est pas privatisé, c'est le dernier étage, puisque c'est des résidents à l'année. Voilà, et cet étage-là, il y a une quinzaine de gens. Il y a combien d'étages dans l'hôtel? Non, mais c'est important. Non, il n'est pas immense. De mémoire, c'est 4 ou 5. Oui. Je crois que c'est 5. Donc, 4 ou 5, c'est pas comme un hôtel américain. Et le cinquième est donc réservé aux résidents. Oui, non, il n'est pas immense. Est-ce que les familles vont participer sur les nuitées qu'elles vont faire en fait aux États-Unis? Est-ce qu'elles vont participer à quel pourcentage ou pas du tout? C'est une question à laquelle on n'a pas la réponse. Ce que dit Fabrice, c'est très important parce que ça dépend quand même. On a tous fait des déplacements, alors pas en équipe de France et pas peut-être pour une Coupe du Monde à New York ou aux États-Unis, que ce soit New York, Boston, c'est fait partie des villes au monde où l'immobilier est le plus élevé. Donc forcément, c'est coûteux. Après, concernant les primes, etc., comme disait Karine, le problème c'est que c'est pas bon, quoi, comme je vais pas parler de polémique, mais c'est même pas bon comme discussion avant une compétition.
compétition, parce que c'est toujours des effets boomerang où ça peut revenir dans la tête soit des joueurs, soit de la fédération. Bien sûr. Forcément, si ça se passe mal, ce qui est quand même l'idéal. Après, il faut dire aussi pour nos auditeurs, même si nos auditeurs sont quand même des aficionados du football, c'est que beaucoup de joueurs reversent leurs primes à des associations. En tout cas, je ne sais pas si c'est le cas de tous les joueurs, mais je sais que les plus gros joueurs reversent souvent Très les primes. grande En majorité. 2022, c'était la très grande majorité. Ou Pour pas certains, dire la même à leur club quasi-totalité. formateur aussi, Voilà. ils font un geste. Quand c'est comme ça, c'est vrai que tu peux demander les primes et puis toi les reverser à ton club, et ça c'est top pour le football amateur ou pour telle ou telle association. Mais c'est vrai que tout ce genre de discussion avant une compétition, c'est compliqué, il faut les régler en amont le plus rapidement possible. Sauf catastrophe, et si ça se passe vraiment mal pour lui, s'il fait un bon Voilà. match demain, il est aligné, c'est lui qui va démarrer. Dans l'esprit de Didier Deschamps, en tout cas, avant ces matchs amicaux, la défense, c'était évidemment McMahon dans les buts, mais les 4, c'était Théo Hernandez, Jules Koundé, Dayot Upamecano et William Saliba qui était blessé, donc il avait une petite gêne, il a mis Ibrahima Konaté. Mais si jamais tout le Il y monde est à avait 100%, 5-5 dans les Et titularisations ça lors des 10 derniers matchs. Ça surprend personne de Ouais, à voir gauche. Théo Hernandez commencer à gauche. Après, c'est les choix. Hein. Kevin? Non, après, je pense que ça fait déjà un moment qu'on a bien compris que Didier Deschamps va faire fi de toute polémique possible et va titulariser Théo Hernandez, que ce soit sportif ou extra-sportif. Aujourd'hui, c'est un joueur qui joue en équipe de France depuis un moment maintenant et qui semble être un titulaire indiscutable. Par contre, moi, j'aime bien quand même cette équipe. Pour moi, c'est la meilleure équipe possible. Mais juste sur parles de Théo la Hernandez, je pense qu'il faudra plus de fiabilité, en tout cas dans une équipe qui est très oui. offensive avec ses 4 joueurs à vocation C'est offensive, surtout ça. justement. Je pense qu'il va falloir Bien vraiment sûr. qu'il soit très costaud derrière, parce que s'il monte et qu'il n'est pas toujours couvert, ça risque d'être compliqué dans le couloir. Moi, Donc, c'est vraiment là-dessus que je l'attends. Moi, c'est ça, le grand questionnement que j'ai, c'est aujourd'hui le déséquilibre qui peut être créé à gauche en fonction de quel joueur sera positionné offensif gauche du côté de Didier Deschamps. Mais c'est vrai qu'avec un Théo Hernandez qui défensivement est quand même très moyen, on l'a vu Après, sur le dernier Lucas Digne, match. défensivement, c'est pas les Arazu non plus. Non, c'est vrai que oui, entre la peste et le choléra, t'as un peu de mal à savoir lequel est le meilleur actuellement. Mais c'est vrai que sur la dynamique, Lucas Digne par rapport à la fin de saison à Aston Villa, ce qui nous a sur la deuxième mi-temps, c'était aussi très moyen contre la Côte d'Ivoire. Finalement, les 2 buts viennent de son côté. Mais c'est vrai que moi, je suis assez perplexe par rapport aux 2 joueurs qu'on avait. Alors, on va pas revenir sur la polémique de la liste, mais plus je vois les jours avancer et plus on se rapproche de la compétition, et plus je me dis que la non-sélection de Mathieu Hudol Au moins, prend lui de laisser plus en sa plus chance. d'ampleur. Ouais, exactement. C'est vrai que sur le rassemblement du mois de mars, j'aurais aimé aussi voir Mathieu Hudol. Maintenant, Ouais, c'est au moins, fait, c'est fait. exactement, au moins le tester. Bon, maintenant c'est fait, tu l'as dit. On rappelle donc a priori, C'est ça fait, mais sera on un n'oubliera cadre. pas qu'il est pas là. Ça fonctionne. Il le pas, ouais. répétera à chaque fois que ça passera à côté, évidemment, d'Hernandez ou de Digne. Il dira Mathieu Hudol aurait pu apporter. 4-2-3-1, c'est logique. En plus, l'Irlande du Nord, c'est une équipe faible. On rappelle qu'elle n'est pas qualifiée pour ce mondial. Mais nous allons parler de la suite. La France, évidemment, aura peut-être une adversité qui va grandir après certains matchs. Et c'est l'avis de Kevin Diaz. Humblement, j'avais pas son niveau ni son talent, mais moi j'avais le syndrome Griezmann. Kevin, ton avis sur cette équipe de France qui pourrait évoluer avec des matchs qui seront forcément plus durs. Enfin, en tout cas, on espère qu'on aura des adversaires de très grande qualité. Ça voudrait dire que les Bleus iront loin dans ce mondial. Ouais, moi je pense que plus l'équipe de France va avancer et je pense que Didier Deschamps fera, mais je pense que je le ferai aussi d'ailleurs, le choix de repasser dans un 4-3-3. Même si là on vient d'entendre la composition donnée par Arthur avec un Désiré Doué qui devrait être un peu milieu offensif. Si je dis pas de bêtises, Fabrice, c'est bien ça. À gauche et milieu offensif, c'est un peu l'interrogation de cette composition d'équipe, c'est de savoir est-ce que ce sera Michael Olise ou Ousmane Dembélé au départ, même si on sait qu'ils vont énormément permuter. Ok. En tout cas, moi, je pense que tu vas jouer avec un 3e milieu de terrain qui peut être Désiré Doué, vraiment en tant que milieu de terrain. Alors, offensif, c'est pas un numéro 6, mais un milieu de terrain, c'est-à-dire un vrai 4-3-3, c'est-à-dire... En tant que numéro 8, voilà, en tant que numéro 8, relayeur, ou en fait. même un Zahir Emery, qui, moi, je l'ai trouvé monstrueux sur les derniers mois avec le Paris Saint-Germain, qui, pour moi, peut avoir une chance petit à petit de grappiller du temps de jeu. Ça peut être un Manu Koné, avec un Rabiot un peu plus haut, qui se projette, mais je pense que sur les gros matchs, Didier Deschamps devra revenir à un 4-3-3. Attention, un 4-3-3, c'est pas un système défensif. Toutes les équipes au monde qui ont été les plus offensives, que ce soit l'Ajax ou le Barça ou Manchester City. Tout dépend le profil des joueurs. On dans ces toujours trois-là. joue en 4-3-3. Le Paris Saint-Germain est une équipe ultra offensive. Ils jouent en 4-3-3. Après, c'est le 4-3-3 de Didier Deschamps, donc en règle générale. Oui, on mais connaît si déjà tu mets le celui-ci. 4-3-3 que je viens de te dire, c'est-à-dire avec Tchouaméni, Manu Koné et Rabiot, ça va. Oui, c'est T'as différent. 3 joueurs qui peuvent quand même, qui ont des très très bonnes qualités techniques. Si tu mets un Zahir Emery, si tu mets même un Désiré Doué, même si c'est en mode milieu de terrain, moi je préfère. Pour moi, aujourd'hui, le poste de numéro 10,
C'est très très compliqué de défendre quand tu es un numéro 10. C'est très très compliqué d'attaquer, de défendre, même pour un Dembélé, même pour un Olysée, encore moins pour un Cherki. Donc je veux dire que c'est bien pour avoir le ballon, mais sans le ballon, quand le niveau va s'élever, même contre, on regarde là la Norvège, même contre la Norvège, même, et bien sûr contre le Sénégal, attention parce que l'équipe de France peut souffrir en milieu de terrain et ils ont d'ailleurs souffert contre la Côte d'Ivoire. Mon avis, il est sur Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé parce qu'il y a une petite musique qu'on entend vraiment sourde, hein, mais qu'on entend de plus en plus monter parce que Ousmane Dembélé il a fait une saison exceptionnelle parce qu'il a un nouveau statut, on l'a vu sur la photo officielle, maintenant il est au premier rang à côté de Deschamps et à côté de Kylian Mbappé. Et cette petite musique dirait que Ousmane Dembélé est là pour prendre le leadership et donc à la place de Kylian Mbappé. Moi, je m'inscris totalement au faux. Je pense que aujourd'hui, Ousmane Dembélé est un joueur qui est là effectivement. La Coupe du Monde elle est très importante pour lui, mais c'est la Coupe du Monde de la révélation et il n'est pas là pour prendre la place, prendre le leadership de Kylian Mbappé. De la même manière que, à mon sens, pour que ça fonctionne bien sur cette Coupe du Monde, il faut vraiment que les deux marchent main dans la main. Ils s'entendent bien en dehors, ils s'entendent bien aussi sur le terrain. Alors oui, effectivement, la proximité qu'ils ont fait que Ousmane Dembélé peut peut-être lui dire certaines choses que d'autres n'oseront pas lui dire, mais ça doit être pour le bien de l'équipe. Et pour moi, vraiment, cette équipe de France va aller le plus loin possible si ces deux joueurs-là sont à 100%. D'autant plus que cette Coupe du Monde, pour des raisons différentes, est très importante pour Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Donc pour toi, il ne faut absolument pas effectivement les opposer parce qu'il y a des gens qui disent que ça sera soit Mbappé qui va guider les Bleus comme ça avait été le cas notamment en 2018, sauf qu'il y avait aussi Griezmann, il n'était pas seul bien évidemment, soit c'est Ousmane Dembélé qui va faire une grande compétition en ayant aussi des prestations XXL, ce qu'il n'a jamais eu encore en équipe de France. Exactement. Pour moi, les deux peuvent être performants. Et on entend aussi parfois que Ousmane Dembélé pourrait ou devrait prendre la place de Kylian Mbappé en numéro 9 et Kylian Mbappé, ou certains même expliquent que ce serait pas mal de le voir sur le banc de touche ou alors sur le côté gauche. C'est des choses qu'on entend. Hein. Ouais, moi, je ne pense pas du tout. Aujourd'hui, cette équipe de France-là, elle sera très performante. C'est Kylian Mbappé qui l'a toujours été. Il a toujours été performant en Coupe du Monde avec l'équipe de France. S'il réussit à avoir les mêmes performance qu'en 2018, qu'en 2022, l'équipe de France ne s'en portera que mieux. Et par contre, Ousmane Dembélé doit être sur la lignée de ce qu'il fait depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois maintenant avec le Paris Saint-Germain. Et si lui aussi est à ce niveau-là, je pense que ce sera magnifique pour tout le monde. Je comprends Fabrice, mais dans un rôle qui est différent au Paris Saint-Germain. Tu l'as très justement dit, c'est vraiment le leader de l'attaque du club parisien. Là, c'est un peu différent en équipe de France. Tu as un Kylian Mbappé qui est performant, qui est installé, qui a le brassard de capitaine. Alors quand j'entends, et que tu dis très justement, ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare d'avoir deux joueurs au même niveau. Je te parle en tant pas uniquement en point de vue qualitatif, mais aussi par rapport aux performances. En règle générale, dans des matchs de foot et dans les grandes compétitions, tu as toujours un joueur qui prend le lead. Ça, c'est naturel et tu peux le voir historiquement sur toutes les grandes nations, c'est ce qui s'est passé. On a souvent dit que Dembélé était un peu le lieutenant de Mbappé. C'est vrai que dans les replis défensifs, moi je l'ai vu d'ailleurs au mois de mars, en règle générale, je l'ai trouvé assez performant et on connaît un petit peu le statut de Dembélé dans cette équipe de France. On l'a dit, où Mbappé était quand même au-dessus de lui. Maintenant, je me pose quand même la question et je suis d'accord, il ne faut pas rentrer dans une polémique qui n'existe pas pour l'instant. Les deux s'entendent très très bien à l'extérieur du terrain. Mais attention, si Dembélé devait prendre le lead parce qu'il devait avoir des meilleures performances que Kylian Mbappé, forcément ce sujet reviendrait un petit peu sur la table. Il y a le sujet en effet du positionnement aussi. C'est vrai que beaucoup prêchent pour avoir un Dembélé en numéro 9. Ça voudrait dire qu'Mbappé devrait décaler sur le côté gauche. Moi j'ai parlé d'un problème d'ego, d'un déclassement. On m'a regardé avec des grands yeux en me disant non, c'est pas parce que tu changes de poste que tu es déclassé. Mais si, quand tu es numéro 9, que tu as prêché pendant longtemps pour essayer d'être numéro 9 et qu'on te met à gauche, forcément il y a un petit peu aussi une histoire d'ego qui rentre en compte. Ça dit les mecs aussi. Ça dit des Deschamps de le régler. On va le voir dès demain. D'ailleurs, est-ce qu'il peut mettre Ousmane Dembélé, on le sait parce qu'il le dit maintenant à longueur d'interview, il ne s'en cache pas, il aimerait jouer dans une position un petit peu plus axiale en équipe de France, sans mettre la pression sur Didier Deschamps, mais c'est vrai qu'au détour de petites phrases comme ça, pleines d'humour, il l'a déjà exprimé ce souhait-là. S'il joue derrière Mbappé, en tout cas dans une position plus axiale, ça lui permettra d'avoir un rôle qui ressemble un petit peu plus à ce qu'il a déjà au Paris Saint-Germain. Non, je suis d'accord avec toi. J'attends de voir après, tu sais, ce qui va nous donner aussi les réponses, c'est les performances et surtout les résultats de l'équipe de France. Si la France gagne ses matchs, si la France joue bien, je pense qu'il n'y aura pas de débat. Après, si on commence à voir quelques déchets, forcément les crispations vont arriver, les débats vont être relancés.
Voilà, j'ai bon espoir, comme tu l'as dit, que Didier Deschamps, avec son management, puisse arriver à gérer ça. Mais attention quand même, parce qu'on a quand même des joueurs exceptionnels avec des égos quand même assez importants. Et on sait que dans une compétition comme la Coupe du Monde, le moindre petit détail peut vraiment jouer des tours à cette équipe de France. Donc voilà, j'ai quand même bon espoir de me dire que les joueurs sont intelligents pour mettre ça de côté. Je pense que c'est surtout la Coupe du Monde pour moi de la révélation. Il faut que certains aient une révélation comme l'a eu Ousmane Dembélé avec sa rencontre avec le prophète Luis Enrique. Aujourd'hui, si Kylian Mbappé veut faire une grande deuxième partie de carrière, comme tu l'as dit, c'est très juste. Je suis vraiment d'accord avec ça. Pour moi, ça reste un tournant dans sa carrière. Un tournant dans sa carrière parce que aujourd'hui, au Real, j'étais à Madrid ce week-end. Alors oui, il y a beaucoup de maillots de Kylian Mbappé. Oui, ça reste un joueur qu'ils attendent encore beaucoup. Mais il sait qu'il va être attendu au tournant. Et par contre, en équipe de France, et ça aussi tu l'as dit, et c'est très juste, il a toujours répondu présent en termes de statistiques. Mais la révélation dans le foot, que ce soit pour les grands ou pour les moins grands, surtout pour les moins grands d'ailleurs, qui nous écoutent ou qui nous regardent, notamment sur les réseaux sociaux, le football, c'est pas qu'avec le ballon. Et ça, s'il n'y a pas un moment où il a le déclic, ça va être compliqué. Alors j'entends, oui, mais bon, aujourd'hui, il y a les joueurs frissons et c'est avec le ballon qu'on a envie de les regarder, etc. Mais pourquoi moi je prends en exemple Ousmane Dembélé? Parce que qui aurait cru que Ousmane Dembélé devienne ce vrai général? Alors, il a toujours été talentueux, Ousmane Dembélé. À Rennes, on voyait déjà que c'était un phénomène. À Dortmund, c'était un phénomène. Il a toujours été un phénomène. Mais aujourd'hui, c'est un vrai phénomène avec, mais surtout sans le ballon. Moi, la finale à Munich, je m'en rappellerai toute ma vie. Et c'est pas pour les buts qu'il aurait pu mettre avant ou la frappe à moitié ratée à Arsenal qui fait poteau rentrant. C'est pas ça. C'est le mec en mode, écoute-moi bien. Écoutez-moi bien les adversaires là. Je vais pas vous laisser respirer une minute. Il avait traumatisé Yann Sommer d'ailleurs. C'est exactement, je cherchais le nom. Yann Sommer. Mais le gardien de l'Inter l'an dernier. Yann Sommer, le gardien de l'Inter, il a fait des cauchemars de Kylian Mbappé qui était en mode écoute-moi bien, dès que la balle elle va quitter le pied du gars, je vais te sauter dessus. Et en fait, si les gens si Kylian Mbappé ne comprend pas qu'aujourd'hui. Il sera obligé. Et il non, le mais fait le déjà. vrai leader de l'équipe, pour ça doit être Ousmane Dembélé. Je ne parle pas de marquer des buts, de faire des diffs. Ça, Mbappé sera toujours meilleur. Mais je te parle d'être le vrai leader. Mais il n'a jamais été le leader des Bleus. Non, mais j'ai fini. Un leader, avant d'être un buteur, avant d'être un joueur technique, un joueur frisson, un joueur ce que vous voulez, c'est un gars que tu as envie de suivre. Mais tu as Et tu as envie de suivre les gens qui te font gagner les matchs avec et sans. Mais c'est aussi pour ça qu'ils sont complémentaires. C'est aussi pour ça qu'ils sont complémentaires. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est leader effectivement et qui va apporter ça, et Kylian Mbappé, il doit être dans ce qu'il sait faire. Et il a commencé à le montrer sur les derniers rassemblements. Peut le faire, il fait un petit peu plus d'efforts, mais il va falloir l'accentuer. Mais je suis totalement d'accord. Messieurs, on accueille Sofiane, supporter lyonnais, qui veut réagir à ce débat sur les Bleus. Il est au 32-16 avec nous sur RMC. Bonsoir Sofiane. Bonsoir Karine. Salut bonsoir Sofiane. l'équipe. Salut Sofiane. Sofiane, on parlait effectivement du capitaine qui lui a déjà réussi en équipe de France, d'Ousmane Dembélé qui a pris une autre dimension en club et qui veut donc effectivement concrétiser en bleu. Toi, tu nous en mets un troisième dans la liste. Pour moi, si on veut gagner la Coupe du Monde, ça passe par Ryan Cherki. C'est lui qui a les clés. Il y a un gros lobby Cherki. Oui, on rappelle qu'il est supporter de l'OL, Sofiane, donc je pense qu'il y a quand même une petite cause à effet. Oui, bon. Après, c'est ton petit coup de cœur, on comprend. Vous avez vu la première mi-temps contre la Côte d'Ivoire, tout le monde lui donnait le ballon. Ça veut dire que les gens, le ballon d'or, Kylian, tout le monde, Olysée donnait le ballon à Cherki pour qu'il organise le jeu. Et je pense que si Didier Deschamps se passe de Cherki au début, après il va finir par le mettre titulaire parce que pour débloquer les situations, il n'y a que lui, je pense. Après, je ne suis pas chauvin, je ne suis pas lyonnais supporter pro, mais t'es un peu chauvin quand même, Sofiane. Tu as le droit d'être chauvin. Mais Cherki, c'est pas la solution à tout. Ça peut être une solution, mais dans tes propos, tu nous dis que c'est la solution à tout. Moi, ce débat sur Cherki, je ne le comprends pas, messieurs. Cherki, le Sénégal, il va pas le mettre. Cherki, il a brillé parce que Ousmane Dembélé n'était pas là, parce que Désiré Doué n'était pas là, et que forcément, donc Didier Deschamps l'avait aligné. Ça s'est aussi très bien passé parce que la Côte d'Ivoire a décidé de laisser le ballon à l'équipe de France, avait aussi installé un bloc bas, ce qui permettait à Cherki d'être performant et surtout avec ses qualités, c'est-à-dire entre les lignes. Mais
ça va être un match quand même complètement différent contre le Sénégal, même si on sait que la Côte d'Ivoire et le Sénégal peuvent être plus ou moins semblables. Ça va être un match différent aussi contre l'Irak, ça va être un match différent aussi contre la Norvège. Alors, de faire rentrer Cherki dans les 20-30 dernières minutes, pour l'instant, je suis d'accord. Aujourd'hui, il y a quand même très peu de certitude avec un joueur qui, attention, messieurs, qui est exceptionnel, qui a énormément de qualité, qui a fait une saison plus que correcte à Manchester City. On va pas revenir sur ses qualités. Je pense que c'est clairement l'avenir de l'équipe de France. Mais je pense que prendre ce pari de mettre Cherki titulaire dans une compétition qui est si relevée et surtout qui est si rapide aujourd'hui. Il suffit de louper le premier ou le deuxième match, t'es dehors. Donc en fait, connaissant Didier Deschamps, justement avec le nombre d'équipes qu'il y a aujourd'hui, c'est un peu plus long que d'habitude. Oui, parce qu'il y a un évidemment, 16e, il y a 48 équipes. Mais je vois ce c'est que les tu veux 3 dire. meilleurs huitièmes. Enfin, je veux dire, est-ce que tu peux prendre le risque alors que tu as quand même une compétition qui va commencer et qui, je le répète, qui est quand même très relevée, de mettre quelqu'un qui n'a pas forcément de certitude en équipe de France juste Attends, parce il qu'il n'a a jamais été très joué très de bon, grande compétition juste avec parce les qu'il a Bleus, été il a très fait bon contre la les JO. Côte d'Ivoire, ça ne remet pas en cause encore une fois ses qualités. De là, de se passer d'un autre joueur pour pouvoir mettre Cherki, moi je suis pas convaincu sur ce débat-là, messieurs. De toute façon, là, juste le mot de la fin, Fabrice, on est d'accord. Cherki, là, il débute pas comme titulaire a priori face au Sénégal. Non, il débutera pas comme titulaire, à mon sens. Après, il y a quelque chose qu'il faut souligner aussi. Moi, je souscris à beaucoup de choses de ce que vient de dire Max. C'est-à-dire qu'il ne part pas en tant que titulaire. Il y a des gens qui sont devant lui. Il y a Olysée, il y a Dembélé. Il y a sans doute Doué ou Barcola, d'ailleurs, qui est très apprécié par le sélectionneur. Mais il faut quand même dire quelque chose. Et pour le coup, moi, c'est ce que j'ai entendu là sur les derniers jours et je ne m'y attendais pas forcément. C'est que le meilleur à l'entraînement, c'est Cherki. Donc, les performances face à la Côte d'Ivoire, plus ce qu'il donne à voir à l'entraînement, apparemment il est très impressionnant depuis 2-3 jours. Toujours en sa faveur. Je pense, ça ne veut pas dire qu'il va être titulaire contre le Sénégal, mais ça veut dire que s'il fait une très bonne rentrée et qu'il y a des circonstances favorables pendant la compétition, on a déjà vu Didier Deschamps changer son 11 pendant une compétition. Et puis on sait que Dembélé était titulaire en 2018 au début et après il est venu on sait que l'équipe qui débute la compétition est rarement celle qui termine d'ailleurs, mais c'est sûr qu'en tout cas il est en train de toquer à la porte là, de cette équipe de France en se disant voilà, je suis là, il part pas titulaire, et mais si jamais Deschamps a besoin de moi, je pense que j'ai montré que j'ai les qualités pour.